Vous avez dit socialiste. Les contorsions actuelles du Parti socialiste m'ont incité à réfléchir non seulement à cette appellation, usurpée depuis qu'elle s'est défraîchie, et quand je dis défraîchie, il faut remonter à une pureté originelle qui date d'avant la guerre de 14-18, les tendances étant masquées par la présence d'un seul parti. Celui-ci se scinda, pour simplifier en deux, au congrès de Tours de 1920. Une large majorité des congressistes se prononça pour l'adhésion au mouvement communiste international. Dans la foulée de la révolution russe de 1917, le Parti communiste français s'engagea donc pour une lutte pied à pied quotidienne contre le régime d'exploitation capitaliste, pour y substituer un régime socialiste, phase intermédiaire permettant d'installer aux affaires les classes laborieuses, créatrices de la valeur, devenue collective pour satisfaire les besoins de la société. Cette étape devant servir à mettre fin à la lutte des classes et au passage de l'économie totalement au service du peuple, et naturellement déboucher sur le communisme. La minorité à Tours ne se plia pas à la majorité et se constitua alors le Parti socialiste. Celui-ci estima que la discussion et le compromis étaient possibles avec les capitalistes, qu'ainsi progressivement viendrait l'évidence de l'avènement du socialisme. Si les travailleurs de la ville et des champs s'emparèrent des idées et de la pratique des communistes démontrant qu'on n'obtient rien du capital sans lutte, les socialistes s'acoquinèrent bien vite avec la bourgeoisie au pouvoir pour devenir, comme l'exprimera Léon Blum, les loyaux gérants du capitalisme. En participant par alternance au pouvoir politique et en développant une stratégie de conquête des structures politiques, communes, conseils généraux, Assemblée nationale, Sénat, etc. Si leur audience dans les milieux ouvriers n'était pas négligeable, ils influençaient les classes moyennes, en particulier plus à même au compromis. Peu à peu, ce parti abandonna les fondements de la doctrine révolutionnaire et s'affirma comme allié des forces conservatrices, voire des réactionnaires. À ce sujet, j'aimerais vous donner connaissance de faits imageant cette affirmation, fait que je rappelais à Joël Aviragné dans mon courrier du 4 février dernier, lui demandant de voter la censure du réactionnaire maire de Pau. Et je lis. Quand Jean Jaurès luttait pour éviter la guerre, votre mouvement s'engouffra dans l'union sacrée. Ce, en lieu et place d'en appeler aux travailleurs des deux rives du Rhin à refuser ce qui sera un énorme carnage. En 1936, tandis que les aviations nazies et de l'Italie fasciste bombardaient les républicains d'une Espagne du Front populaire, le gouvernement Blum décréta la non-intervention. En 1938, vous approuviez les accords de Munich livrant la Tchécoslovaquie à Hitler, vous acceptiez l'interdiction du Parti communiste, la déchéance de ses députés, tandis que majoritairement, vous donniez quitus à Pétain en juin 1940. Après la Seconde Guerre mondiale, tandis que les communistes et socialistes obtinrent la majorité au Parlement, vous avez préféré composer avec des partis bourgeois et ne levèrent pas le petit doigt lorsque, sur injonction américaine, les efficaces ministres communistes furent remerciés. En 1956, les législatives donnèrent la majorité aux partis de gauche. Les communistes votèrent pour l'investiture du socialiste Mollet, le PS ayant promis la paix en Algérie dans les 100 jours. Promesse non tenue, l'instabilité organisée des gouvernements fut le prétexte pour aller chercher De Gaulle après le putsch du 13 mai 1958. Mollet et le président Auriol échangeront quelques courriers pleins d'aménités réciproques. Et le sauveur apparut pour installer la Constitution qui sert aujourd'hui Macron à s'accrocher à son fauteuil. De Gaulle fera durer la guerre encore 4 ans, le peuple algérien fut saigné à blanc, et la France rapatriera une kyréelle de ses militaires, victimes blessées et traumatisées, outre le retour des cercueils d'une trentaine de mille d'entre eux. On pourrait encore évoquer les prises de position et les agissements du Parti socialiste à propos des questions coloniales. Le bilan est, là encore, bien chargé, etc. Venons-en au concept de classe. Les classes sociales regroupent des catégories de citoyens qui coexistent dans des rapports économiques entre elles, à quelques exceptions. Les deux classes fondamentales s'opposent par la détention ou non des moyens de production et d'échange, ce qui détermine une lutte permanente entre elles, dénommée lutte des classes. En effet, les possédants capitalistes, outre la possession des outils et des machines, doivent s'approprier la force de travail d'ouvriers créateurs de valeur et les rémunérer tout en dégageant du même coup le maximum de profit, la plus-value.
Notre propos n'est pas de développer plus avant sur la concentration capitaliste, les plus forts éliminant les plus faibles, sur son stade suprême de développement, l'impérialisme, et le déclenchement des guerres résultant, la plupart du temps, de la volonté de s'approprier les richesses gisant sur les territoires d'autres nations. Les classes moyennes se situent donc hors du champ des classes fondamentales, telles les commerçants, les artisans, les intellectuels, les paysans propriétaires, etc. Les partis. Les différentes catégories sociales en sont venues à créer des structures politiques afin de défendre les intérêts propres à leur spécificité de classe. Ceux-ci émergent dans le statut de leur organisation. Ainsi, en fonction de leur situation économique et sociale, les citoyens ont tendance à s'affilier au parti qui leur correspond. On sait que cela n'est pas automatique. D'autres considérations plus majeures à leurs yeux les faisant prendre une autre direction. La gauche et la droite. Rappelons simplement qu'à l'origine, ce classement fut opéré par rapport à la situation du roi qui présidait les États généraux en 1789. En effet, le tiers-État siégeait à gauche du monarque, tandis que le clergé et la noblesse siégeaient à droite. Nous n'ignorons pas, comme actuellement du reste, qu'à l'époque, ces différents groupes étaient partagés par de nombreuses et profondes divergences. Pour la bourgeoisie, au pouvoir actuellement, de grossières manœuvres sont utilisées pour faire accroire que la gauche serait une et indivisible quand cela rend service à leur démonstration, et tout aussi ravie quand elle se divise. En fait, les partis de gauche sont séparés par la ligne rouge suivante. Est-on pour ou contre la pérennité du système capitaliste ? L'histoire nous a prouvé que ce système d'exploitation de l'homme par l'homme ne peut pas s'amender et déboucher sur la libération des peuples, mais que sa nature même nous conduit à la guerre, que c'est un système de concentration de capitaux à un pôle et la misère à l'autre pôle. Aussi, les organisations politiques refusant la perspective de s'attaquer puis de liquider ce dangereux système leurrent leur peuple. En effet, comment améliorer la situation des populations si on ne s'attaque pas au profit du capital, qui par surcroît existe parce qu'il y a à la base le travail humain ? Les vraies définitions. La France insoumise s'inscrit dans la ligne révolutionnaire, travaillant avec méthode pour l'avènement du peuple au pouvoir, constituante, nouvelle constitution, 6e République, etc. Elle s'est dotée d'un solide programme, fruit de la collation des revendications populaires et constamment mise à jour. D'autres formations se réclament de cette orientation anticapitaliste, telles le NPA, lutte ouvrière, de multiples et modestes formations, notamment communistes, en rupture avec la ligne réformiste de la majorité actuelle des membres du PCF, etc. Les écologistes. Comme leur dénomination l'indique, ce mouvement donne priorité à l'écologie. En effet, les problèmes de l'environnement sont dus aux conséquences des changements climatiques et au système de production capitaliste basé sur la recherche du profit privé, fait grâce à l'exploitation du travail humain. Toutefois, la clarification anticapitaliste ne semble pas notablement affirmée par cette organisation politique. Sa composition sociologique est fort diverse. Les écologistes se situent entre LFI et le PS, à suivre son évolution à venir. Le Parti socialiste reste très sensible au rapport des forces politiques et au mouvement populaire, ce qui l'amène à balancer entre une ligne progressiste et une ligne conservatrice, voire réactionnaire. Son histoire l'atteste. On le voit actuellement où les éléments droitiers du parti, devenus majoritaires, s'acoquinent avec la droite au détriment des intérêts de notre peuple. C'est un parti regroupant la petite et la moyenne bourgeoisie qui forme un cordon sanitaire pour empêcher notre peuple d'accéder aux affaires. Les formations réactionnaires. Les partis de la droite évoluent entre le conservatisme du maintien de l'existant, puisque tout va très bien pour eux, et la réaction quand l'ordre capitaliste est menacé. Ces partis sont composés généralement de gens fortunés, de professions libérales, etc. Bon. L'extrême droite, foncièrement pour le maintien du capitalisme. Les capitalistes utilisent le moment venu ces mouvements pour le maintien de l'ordre dans des circonstances historiques de difficulté pour les masses populaires et pour le capital. Dès lors, on termine de déblayer le chemin de toutes les entraves que le capitalisme pourrait encore trouver sur son chemin en appliquant les politiques les plus réactionnaires. C'est bien évidemment le plus grand danger pour notre peuple. En conclusion, j'ai désiré revisiter avec vous quelques aspects essentiels de l'organisation sociale pour une plus précise visibilité. Comme mille et de ma pratique, j'aime les contributions, les précisions qui peuvent nourrir et enrichir ces fondements. Regardons avec confiance et obstination les objectifs que nous nous sommes assignés et avançons malgré l'orage. Réfléchissons en permanence afin de trouver les meilleurs chemins de la lutte et de son organisation.
Continuons à être de tous les justes combats, d'être connus et reconnus de nos compatriotes comme leurs indéfectibles défenseurs. Contre vents et marées, avançons camarades, n'oublions jamais que le dernier mot restera au peuple.